Bonjour et bienvenue pour ce 20e épisode de Une histoire de l'informatique moderne. Alors cette fois, comme à l'occasion de l'épisode 10, je vous propose une récapitulation des épisodes précédents. Donc depuis le 11e jusqu'au 19e. Et cette récapitulation, elle va être focalisée sur les principaux enseignements qu'on peut déduire de cette histoire, de ces différents chapitres thématiques. Et ces principaux enseignements, ils sont pas très nombreux. Principalement, j'en vois deux. Alors bien sûr, à chaque fois, on peut se dire, ah oui, il y a ceci en plus, ou il y a cela, ou des corrélations, ou des éléments qu'on peut déduire de ces enseignements, mais fondamentalement, j'insiste, il y en a principalement deux. Le premier, c'est que l'évolution technique demande du temps. Bon, je le répète continuellement, c'est un petit peu mon obsession, mais c'est tellement à l'inverse du discours actuel que je suis obligé d'insister, de marteler, de le rappeler, et que la notion d'accélération technique, c'est des conneries. Non, il n'y a pas d'accélération. L'évolution technique demande du temps, beaucoup de temps, et toujours plus de temps que ce qu'on a estimé. Le deuxième enseignement, c'est que la simplicité triomphe toujours. Là aussi, c'est complètement antinomique avec l'état d'esprit des informaticiens qui aiment bien plaisanter sur pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, qui confondent sophistication et élégance. La simplicité triomphe toujours parce que la simplicité rend les choses accessibles et rend les choses résilientes. C'est-à-dire que ça fonctionne même dans un monde qui n'est pas parfait. Or, le monde technique n'est pas un monde parfait. Comme disait un de ces grands acteurs, je veux aller vivre en théorie parce que tout fonctionne parfaitement en théorie. Et oui, parce que dans la réalité, ça ne fonctionne pas parfaitement. Donc, une fois de plus, je vais rabâcher ce que j'appelle l'échelle Lefebvre, c'est-à-dire les vrais délais de l'évolution technique, où on voit qu'au minimum, c'est 10 ans, qu'il faut 20 ans pour un premier niveau de maturité, et puis 30 ans pour un niveau final de maturité. Des fois, il faut même un peu plus. Puis le dernier échelon, c'est 50 ans. À partir du moment où on passe 50 ans sans vraiment avancer, c'est que ça marche pas, ou ça éventuellement, ça marchera jamais. Donc, par exemple, la fusion nucléaire contrôlée, ce genre de choses, où ça fait 50 ans qu'on nous dit ça marchera dans 50 ans. Bon, voilà. Voilà, maintenant on peut commencer. Alors, pour la longue marche de l'interface graphique, c'est incontestablement que la technique demande du temps. Et là, c'est prouvé. Par exemple, la mère de toutes les démos de Douglas et Gelbart, c'était en 1968. Là, c'est les prémices de l'interface graphique, du pointeur à souris, etc., etc. Mais il a fallu ensuite plus de 20 ans pour qu'on arrive à un premier niveau de généralisation avec Windows 3. Windows 3, c'est 1990. Donc, et c'était pas fini à ce moment-là. C'est le premier niveau de généralisation. Il y en a eu d'autres derrière. Donc l'évolution demande du temps, oui, ça c'est prouvé une fois de plus. Dans le cas des réseaux locaux, c'est la simplicité triomphe toujours. Au début des réseaux locaux, on en a parlé donc dans l'épisode 12, il y avait une opposition entre Ethernet et Token Ring. Ethernet était vu comme une technique de hippie, imparfaite, un peu à la va comme je te pousse, alors que Token Ring c'était le truc bien calculé, bien parfait, etc. Mais en fait, ça amenait plus de complexité et donc des coûts supplémentaires sans réellement être meilleur sur le terrain. Donc ça a vite été balayé. Bon, j'avais prévu de vous parler également de l'évolution vers les développements, mais finalement, dans le cadre des enseignements, c'est pas utile. Donc, hop, suivant. Les GBDR, là aussi, ça a été une très longue marche, puisque ça a commencé dans les années 60
Et les GBDR ne se sont véritablement généralisés que dans les années 90. Et encore, il a fallu du temps, il a fallu des étapes pour que, par exemple, on aborde la question du transactionnel avec les GBDR. Dans un premier temps, les GBDR, c'était principalement pour le décisionnel. Puis à partir du moment où Sybase est arrivé, le transactionnel est devenu possible, et ainsi de suite. Et donc là aussi, on voit que la simplicité triomphe toujours, parce qu'aujourd'hui, le GBDR le plus répandu, c'est sans doute MySQL, et c'est pas Oracle. Oracle, c'est le gros truc sophistiqué, alors que MySQL, c'est le petit truc modeste, mais adapté à tous les terrains. Donc on voit bien que, une fois de plus, la simplicité triomphe. Dans le cas de l'épisode 14, avec la naissance des L4G, bon, là aussi, il faut du temps, là aussi, il faut plusieurs vagues pour qu'une bonne idée trouve son terrain favorable. Et il faut que les éléments soient réunis, les éléments d'infrastructure. Parce que, par exemple, le fait que la première vague de L4G ait relativement échoué, c'était tout simplement parce que il consommait un peu plus de ressources à une époque où les ressources étaient rares. Donc il fallait attendre, il fallait le temps nécessaire pour que cet obstacle n'en soit plus un. Et c'est finalement avec la deuxième vague, la vague des RAD, Rapid Application Development, orientée client-serveur et interface graphique, que les L4G ont pu trouver leur terrain d'expression complet. Donc là aussi, on retrouve la règle de il faut du temps, il faut des dizaines d'années. C'est grâce aux clients-serveurs qu'ils ont trouvé leur terrain d'expression, mais très vite, on s'est aperçu que on n'arrivait pas à l'engager sur des grands projets. Et donc là, une fois de plus, c'est la simplicité qui a primé, parce que c'est avec le web qu'on a trouvé finalement la plateforme définitive, la plateforme finale, qui permettait de développer et déployer des grands projets. Et là aussi, on a vu que la simplicité s'imposait, parce que par rapport aux environnements sophistiqués pour interagir avec des interfaces graphiques qui elles-mêmes sont sophistiquées, le web imposait quelque chose de plus simple, et des environnements comme ColdFusion, qui étaient plus simples, ont eu un terrain favorable. Bon, puis ensuite, avec la montée de l'open source, là aussi, c'est des choses simples comme MySQL qu'on a déjà abordé, mais PHP, qui était finalement une autre itération des principes amenés par ColdFusion. Donc là aussi, la simplicité triomphe, parce que la simplicité rend les choses accessibles et rend les choses résilientes. L'épisode 16, ARPANET. Alors là, les principes de durée de l'évolution se retrouvent, parce que entre ARPANET et Internet aujourd'hui, ARPANET a commencé en 68. Il s'est passé beaucoup de choses finalement en 68. Et il a fallu du temps avant que ça prenne sa forme définitive, c'est-à-dire Internet, où ARPANET n'était qu'un réseau parmi d'autres. Et là aussi, la notion de réseau, qui s'était popularisée à travers les réseaux locaux, là c'était le réseau global, a amené une mise en exergue des services comme CompuServe, AOL, etc. Et une mode poussée par les médias des autoroutes de l'information. Et là, une fois de plus, on voit que la simplicité triomphe, parce que ce qui était mis en avant par les médias, c'était quelque chose de compliqué, c'était quelque chose qui reposait sur les opérateurs téléphoniques, les telcos, avec de la fibre optique, de la vidéo on demand, etc. C'était bien trop en avance sur son temps, et ce qui a triomphé finalement, c'est quelque chose de beaucoup plus simple, à savoir le web. Et le web, là aussi, on peut en parler. Alors non seulement il a fallu du temps pour que ce type d'interface apparaisse, alors que la notion d'hypertexte était connue depuis un moment,
Mais là encore, c'est le choix de la simplicité qui a fait que le web a pu se développer et s'étendre. Tim Berners-Lee a résisté, et il a eu vraiment beaucoup de mérite pour ça, il a résisté aux spécialistes de l'hypertexte qui lui disaient il faut une base de données centralisée des liens parce que sinon si tu as des liens qui sont cassés, ça va plus marcher, etc. Et Berners-Lee a très intelligemment dit non, c'est pas grave, dans ce cas-là on affichera une erreur, la fameuse erreur 404 qu'on connaît tous, mais ça n'empêchera pas le web de continuer à fonctionner comme un réseau global. Et il avait raison. Il avait raison. Le web est un ensemble de techniques qui a été designé pour s'adapter au monde réel, avec ses imperfections, et sa simplicité a permis également qu'il se répande très largement, très rapidement, parce que justement tout un chacun pouvait développer des pages web, des serveurs web, etc. Parce que c'était simple, parce que c'était accessible et parce que c'était résilient. Bon, ensuite, il y a eu une véritable explosion du web avec l'apparition de Yahoo, Netscape qui était la bonne version par rapport à Mosaic, etc. Mais tout ça, je le raconte dans l'épisode 18. Ensuite, dans l'épisode 19, le web s'est imposé et on a assisté à l'apparition des moteurs de recherche sérieux. Et d'ailleurs, le premier qui a triomphé, c'est Google, parce qu'AltaVista, justement, avait progressivement dérivé vers un portail encombré, confus, alors que Google proposait une interface complètement dépouillée, complètement simple, et complètement orientée sur son but global. Et c'est pour ça que ça a bien marché. La guerre des navigateurs, certains ont cru pouvoir l'analyser, que c'était à cause de Microsoft qui avait imposé ces pratiques monopolistiques. Moi, j'ai une autre analyse, c'est que Netscape a vu trop grand et a voulu imposer une combinaison de son navigateur web avec Java, avec comme but de remplacer Windows, qui était complètement absurde, parce que Windows déjà avait eu du mal à apparaître. Ça faisait 15 ans que les équipes de Microsoft travaillaient dessus péniblement. Et remplacer ça en 2 ans par un browser web avec des applets de Java, c'était complètement disproportionné. Ça ne pouvait pas marcher. Donc c'est principalement pour ça que Netscape a perdu sa bataille face à Microsoft, parce qu'ils ont perdu la balle des yeux et ont perdu le principe de simplicité qui était véritablement, qui accompagnait le concept du web. Et donc ils ont perdu, bien fait pour eux, c'était mérité, parce qu'ils se sont trompés sur des points capitaux. Voilà pour ce chapitre 20, cet épisode 20, où on s'est contenté de récapituler les enseignements de ces différents épisodes, et on l'a vu ensemble. Ces enseignements sont principalement durée d'évolution et simplicité. Et tout au long de l'histoire de l'informatique, j'insiste, tout au long de l'histoire de l'informatique, ces 2 principes se sont vérifiés. Voilà, merci de votre attention et de votre fidélité. On se retrouve rapidement pour l'épisode 21 sur lequel je travaille déjà. À très bientôt.